De cesser le feu en fin de journée. Écoutez. Il y a trois raisons principales. La première raison, c'est il nous faut nous focaliser sur la menace iranienne. Je ne vais pas en dire d'autres choses. La deuxième raison, c'est qu'il faut tout simplement permettre aux troupes de se reposer. La troisième raison pour cette trêve est l'isolement ou l'isolation du Hamas. Le Hamas est resté seul dans cette bataille. Notre pression va s'accroître et cela nous permettra d'arriver à la libération de nos otages. Un cessez-le-feu devrait donc entrer en vigueur 2 mois et 3 jours après le début de cette guerre d'Israël au Liban. Le cabinet de sécurité israélien approuve l'accord de trêve négocié avec les États-Unis et la France. Un cessez-le-feu censé entrer en vigueur, nous dit-on, d'ici demain mercredi, car aujourd'hui encore, on a senti la terre trembler. D'ailleurs, Benyamin Netanyahou lui-même l'a dit lors de son intervention à allocution télévisée devant les Israéliens. Au moment même où je m'exprime, la terre est en train de trembler à Beyrouth, pour montrer sa détermination intacte aux Israéliens. Patricia Lémonière, bonjour. Cet accord de cessez-le-feu, on l'attendait depuis plusieurs jours. Maintenant, il finit par se matérialiser. Pour autant, il y a énormément d'obstacles à sa mise en œuvre. Se matérialiser, pas encore. Disons que l'annonce va avoir lieu parce qu'il faut encore que le cabinet se réunisse. Il faut encore que les Libanais se réunissent autour de Mikati. Mais en fait, on sait très bien que c'est pas lui. C'est Nabi Berri, c'est le Premier ministre. C'est le président du Parlement. Voilà, et Nabi Berri est le président du Parlement. Mais surtout, il est chiite et il a fait le lien avec le Hezbollah. C'est lui qui a mené pour le Hezbollah, finalement, les négociations, parce que les Américains ne peuvent pas parler effectivement à des gens du Hezbollah, à l'envoyé spécial américain. Donc, ce que nous en disent les sites américains, c'est qu'effectivement, ça serait 60 jours, que Israël a reçu l'assurance des Américains qu'il pourrait réagir immédiatement au moindre petit détail qui les gênerait, et que donc Israël se sent renforcé, même si il y a 2 ministres ou plusieurs qui sont opposés à ça. Mais ce qui est intéressant dans cet accord, c'est aussi ce qu'a dit Benyamin Netanyahou à côté de l'arrêt des frappes au Liban. Il a dit, on va s'intéresser au nucléaire iranien, et vous savez que le dossier du nucléaire iranien va nous sauter au visage dans peu de temps. D'autant que Donald Trump arrive au pouvoir. D'autant que Donald Trump d'autant que les Iraniens, suite si vous voulez, au texte qui a été voté à Vienne, au sein de l'agence finalement pour le nucléaire, soutenu par les Français, les Anglais et les Allemands, les durs au sein du régime ont annoncé qu'ils allaient augmenter la fabrication de l'uranium enrichi d'une façon très importante. Donc, vous voyez, ça devient... donc, Benyamin Netanyahou pointe du doigt l'Iran. Et puis, il dit, va falloir que je finisse le job à Gaza. Et comme on n'a pas très bien compris ce que c'était, ce qu'il voulait finir, est-ce que c'est une occupation? Mais on voit qu'il veut avoir, en fait, un peu, peut-être, les mains libres pour finir 2 autres tâches. Une tout à fait encouragée par Donald Trump, l'Iran. Oui. Et l'autre, qui est un peu une épine dans les pieds de Donald Trump. La pression sur le Hamas va s'intensifier. Voilà ce qu'a dit effectivement Benyamin Netanyahou, sans qu'on sache s'il entend occuper à long terme la bande de Gaza en totalité. C'est comme ça que ça semble se dérouler, mais tout ça peut varier. On va évoquer d'abord le Liban, effectivement, avec Serge Berberi à Beyrouth pour France 24. Serge, les réactions sur place au Liban à l'annonce de ce cessez-le-feu avec Serge Berberi. Le Premier ministre Mikati a rapidement condamné, en tout cas ce soir, une offensive israélienne sur Beyrouth et d'autres régions du pays. Il parle d'une agression hystérique qui cible des civils. Il a accusé Israël de ne pas respecter de respecter aucune loi. Et il a demandé une réaction rapide de la communauté internationale. Pour Mikati, il faut absolument garantir un cessez-le-feu immédiatement. Ces propos, interviennent juste après l'annonce par Israël de l'adoption de la trêve. Et vous savez, malgré cette annonce israélienne, le Liban craint les conditions évoquées par Israël.
3 points particulièrement posent problème. D'abord, vous savez, Israël veut une liberté d'action sur le territoire libanais en cas de violation de l'accord. Israël exige aussi que le Hezbollah commence son retrait dès les premiers jours de la trêve, un retrait qui devrait intervenir avant même celui des troupes israéliennes. Et enfin, un autre point qui inquiète le Liban, c'est qu'Israël réclame aussi que le Hezbollah remette ses armes à l'armée libanaise sous supervision américaine. Eh bien, tous ces points, tout le Liban rejette donc tous ces points. Les autorités refusent donc toute liberté de mouvement pour Israël. Et en cas de violation, eh bien, Beyrouth exige que seule la FINUL, la force onusienne, et l'armée libanaise interviennent. Le gouvernement libanais demande aussi un retrait immédiat de l'armée israélienne dès la mise en place de la trêve, c'est-à-dire demain matin. Ces désaccords, vous pouvez l'imaginer, suscitent au Liban de sérieuses inquiétudes. Le Liban qui craint donc que ces exigences israéliennes compromettent l'application de la trêve et donc n'aggravent encore plus les tensions dans la région. Oui, Serge Berberi à Beyrouth pour France 24. Gauthier Rybinski, en écoutant Serge, on comprend la précarité aujourd'hui de cet accord. Oui. De cette annonce plutôt, parce que l'accord en tant que tel, il a beau être signé peut-être, il n'est pas encore mis en œuvre, comme nous le disait Patricia à l'instant. Et permettez-moi une remarque de fond. Oui. On dit voilà, admettons, 60 jours, 2 mois, et après, qu'est-ce qu'on fait? On reprend. Benjamin Netanyahou a dit cela dépendra de la situation au Liban. D'ailleurs, il n'a pas évoqué, lui, de terme dans J'entends bien, prise de parole. D'un point de vue civil, c'est-à-dire ceux qui en prennent plein la figure, les bombardements. On leur dit, voilà, vous allez pouvoir sortir, il y aura une petite récréation, et après on remet ça. C'est d'un cynisme... Alors, je sais bien. Pardonnez-moi, mais je pense que le sens, c'est plutôt de leur dire, vous allez pouvoir sortir, sauf si le Hezbollah compromet vos chances de préserver cet environnement pacifié. D'ailleurs, il n'y a pas qu'Israël qui peut bombarder... Simplement, je dis d'un point de vue civil, on l'a souvent dit ici même à propos du conflit en Ukraine, où on dit, écoutez, non, là, on va pouvoir s'arrêter, et puis après, on reprendra. C'est insupportable de la part de pour ceux qui sont, au fond, victimes de tout ça, que ça soit du Hezbollah, parce qu'il faut bien rappeler ce qu'est le Hezbollah, c'est une organisation terroriste, mais qui fait usage de l'autoritarisme, de la coercition religieuse, etc. Et vous savez bien qu'il y a des Libanais qui, d'une certaine manière, on dit à demi-voix, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la manière qu'on a détété, dont Israël a étété la direction du Hezbollah, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Bon, une fois qu'on a mis ça sur le tapis, pas en dessous, sur le tapis, pour répondre à votre question, quelle est, au fond, la précarité, le point de la précarité le plus évident? Il me semble que c'est l'armée libanaise, puisque Patricia disait, le Hezbollah serait censé remettre, d'après la résolution 1701, ses armes aux partis intermédiaires, que ça soit une sorte de finule arrangée, et les Américains. Mais que voulez-vous que cette armée libanaise puisse faire? Elle était déjà, de par la constitution de l'État libanais, depuis aussi les interventions israéliennes, depuis la manière dont la Syrie se mêle de la Syrie qui considère le Liban comme une partie de la grande Syrie, dont cette époque où vous aviez donc des influences syriennes qui ensuite ont été reprises par les anciens ennemis de la Syrie, et je pense à celui qui est devenu président, Michel Aoun, etc., etc. Et donc, dans un constat, dans un cas de fragilisation permanente des institutions, que peut faire cette armée? Elle-même, elle n'est pas forcément très équipée, très aguerrie. Elle mène plutôt des opérations de police intérieure. On peut s'interroger aussi, est-ce qu'Israël a encore intérêt à poursuivre? Qu'a à craindre désormais le Liban, maintenant qu'Israël, finalement, semble-t-il, de son point de vue, fait le travail? Alors, il y a quelque chose qui peut être utile à Israël dans la réflexion, c'est de se dire que beaucoup de pays arabes, jusqu'à présent, depuis même le 7 octobre 2023, ont été assez silencieux, assez discrets. Sauf que certains ont dit, attendez, si on va beaucoup trop loin, on n'aura plus ce silence-là. Mais préserver cette, non pas bienveillance, mais cette neutralité de façade, c'est quelque chose qui peut intéresser Israël, dans la mesure où jusqu'à présent, et là l'affaire iranienne aussi pourrait être intéressante pour un certain nombre de pays arabes, dire Israël fait le boulot contre les chiites et contre la représentation ou les exécutants de Téhéran, ça n'est pas quelque chose de forcément négatif pour eux. Patricia Lémonière. Oui, enfin, je crois que pour l'instant, au Liban, au début, effectivement, comme l'a dit Gauthier, les Libanais
certains Libanais disaient c'est peut-être pas mal qu'on coupe la tête au Hezbollah. À la fin, les Libanais n'en peuvent plus d'Israël. Aussi, il faut bien se rendre compte je de parlais ça. de certains États arabes, dans ce cas-là. Mais ils n'en peuvent plus. Donc, certains disent ah oui, le Liban est au bord de la guerre civile, etc. Moi, je n'y crois pas qu'il soit au bord de la guerre civile. Je crois que Vous quand pensez que cette guerre a ressouder les liens autour du Hezbollah ? Quand un peuple a été, alors c'est vrai que c'est pas tout le peuple qui a été matraqué comme ça. Mais enfin, quand un pays est cassé dans une partie de ça, quand sa souveraineté était à ce point annihilée, même si on se déteste et qu'on s'est fait la guerre, on a quand même un sentiment de solidarité. Ce qui est très important, moi, quand j'étais chaque fois au Liban, ces Syriens qui sont venus en masse se réfugier, qui détestaient parce qu'ils leur prenaient le boulot, ils envahissaient les rues, néanmoins, ils les acceptaient. Je veux dire, au Liban, il y a une espèce de force à ne pas se faire cette guerre civile qu'on a vue si meurtrière et qui les a profondément marqués. C'est comme en Iran, quand il y a trop de guerre, trop de violence, on n'en peut plus, on ne veut pas refaire ça. Donc je crois que si vous voulez, dans un premier temps, ils vont surtout essayer de penser ils vont pleurer leur mort et surtout essayer de reconstruire parce que le pays est quand même une grande partie du pays qui est détruit, évidemment. Les attentats ciblés, évidemment Israël peut frapper à tout moment, et évidemment je suis entièrement d'accord avec Gauthier. En fait, ce qu'on refait, c'est la résolution 1701 version 2. Celle de 2006. Oui, celle de 2006, version 2, avec les Américains plus présents qu'ils ne l'étaient en 2006. La France aussi un peu derrière. Mais j'imagine que votre correspondant nous expliquera tout ça peut-être. C'est charmant effectivement de nous faire cette transition, Patricia Lémonière, car vous le savez. Et oui, et Gauthier Rybinski approuve en connaisseur. Mathieu Mabin est avec nous en direct de Washington parce qu'on l'entendait avec Serge Berbéry il y a quelques minutes à Mathieu. Les Américains évidemment jouent un rôle très important dans la négociation de ce cessez-le-feu, mais peut-être au moins aussi important est le rôle qu'on attend d'eux maintenant dans sa mise en œuvre, parce qu'ils doivent être aussi les garants de la bonne réalisation de cet accord. Et notamment, on l'évoquait, ce qui semble à tout le moins difficile, pour ne pas dire impossible, un éventuel désarmement du Hezbollah. C'est véritablement cela qui est attendu ? Oui, d'ailleurs, c'était ces derniers temps la priorité de l'administration Biden, après avoir été longtemps, vous vous en souvenez, la priorité de campagne pour la candidate déçue d'abord, puis pour le président sortant, qui joue en quelque sorte une part importante de son bilan de politique étrangère, et on sait à quel point il est attaché à l'image et à l'empreinte qu'il laissera dans l'histoire. Joe Biden a désormais moins de 2 mois pour démontrer qu'il est finalement moins impuissant qu'il ne l'a été depuis le 7 octobre dernier. C'est vraiment de cela qu'il s'agit, moins impuissant à influer sur le cours de l'histoire au Moyen-Orient et à Gaza et au Liban en particulier. C'est vrai qu'au département d'État aujourd'hui, les nombreux diplomates autour d'Anthony Blinken qui ont œuvré avec leurs partenaires européens, les membres du G7 également, qui comme vous le savez se tient en ce moment, c'est vrai que la direction Moyen-Orient du département d'État considère que ce cessez-le-feu au Liban est raisonnablement de bon augure pour la suite à Gaza également. Mais attention, ici à Washington et au Capitole en particulier, dans le camp démocrate en particulier, les partenaires s'attendent à ce que le Premier ministre israélien et Donald Trump se réservent quand même la paternité d'une véritable cessation des hostilités à Gaza, et peut-être même au Liban, et une sortie de crise qui correspondrait au calendrier de Donald Trump et pas à celui de Joe Biden. C'est vraiment un point absolument essentiel à intégrer ici, c'est-à-dire à son entrée à la Maison-Blanche, évidemment, le 20 janvier prochain. On l'a compris, ce cessez-le-feu est fragile. Benjamin Netanyahou l'a d'ailleurs répété à plusieurs reprises en filigrane, et on a bien compris que son intention n'était absolument pas de faire un cadeau de départ à Joe Biden, si vous voulez le point de vue purement américain de la situation là-bas. Vous restez avec nous, Mathieu Mabin. Effectivement, si on se place d'un point de vue très cynique, Patricia Lémonière, pourquoi ce moment, pourquoi aujourd'hui compte à gagner les Israéliens finalement à accepter ce cessez-le-feu aujourd'hui même? Et je poserai la question évidemment à Gauthier Rybinski. Alors, quand on n'est pas comme Mathieu dans les coulisses et on sait tous les petits secrets effectivement qui se passent au Capitole, on peut se dire en regardant la situation, mais c'est un cadeau effectivement quand même à l'administration Biden, puisque on arrive à un cessez-le-feu. Alors il peut être rompu après-demain, il n'est même pas encore en cours de toute façon. Donc ça semble comme on se dit, tiens, bon, simplement, il y a une autre phrase dans le discours de Netanyahou, dans la prise de parole, qui est intéressante. Les munitions, a-t-il dit.
Il a dit on a besoin de refaire notre stock de munitions. Donc, Pour ces autres cibles qu'il a désignées, la Syrie et peut-être l'Iran. Globalement, il a parlé que globalement, il faut d'abord, mes hommes sont fatigués, et c'est vrai qu'il faut un peu quand même, l'armée donne bien parce qu'elle continue à Gaza, malgré tout, et surtout les munitions. Et ça m'a interpellé, je ne sais pas ce qu'en pense Mathieu. Alors un détour peut-être par Washington et Mathieu Mabin, il est question aujourd'hui, Mathieu, de renouveler l'effort de guerre côté israélien. Mais la question que soulève Patricia est absolument centrale et en fait elle l'a toujours été. Il n'existe pas de soutien américain sans un soutien militaire et financier américain, et évidemment pour faire la guerre il faut des cartouches et des obus, c'est une réalité absolue et je reconnais bien là l'expérience de terrain de Patricia Lémonière. Ce qui est certain, et cela nous est confirmé par nos échanges au Patagone, qu'il s'agisse du sud Liban ou de Gaza, les objectifs de l'armée israélienne sont globalement atteints. Il reste évidemment le sujet des otages à Gaza qui est au cœur de la réflexion des états-majors israéliens, un peu moins des Européens ces derniers temps. Mais tout le monde s'accorde ici à Washington pour dire que tout cela a déjà beaucoup trop duré et que pour rechercher les otages encore en vie dans les ruines de l'enclave palestinienne, il n'est plus vraiment nécessaire de mener les opérations militaires de grande envergure comme on l'a vu depuis plus d'un an maintenant. Maintenant, si l'hypothèse est que l'administration Biden se préparait à fermer le robinet des munitions et des obus, en réalité, effectivement, il y a une vraie cohérence derrière cette hypothèse, mais elle est excessivement difficile à mettre en œuvre, y compris pour Joe Biden. Même après cette campagne présidentielle perdue, il reste quand même des connexions extrêmement importantes entre le Parti démocrate américain extrêmement attaché au droit d'Israël à se défendre. Joe Biden n'est pas le seul décisionnaire dans ce dossier. Il a toute une administration autour de lui et puis surtout le Congrès des États-Unis qui est quasiment comme un seul homme derrière Israël aujourd'hui. Restez avec nous, Mathieu Gauthier. Qu'ont à gagner d'après vous, ou pourquoi les Israéliens tout simplement négocient cet accord de trêve? Est-ce qu'il y avait une lassitude de la population? On sait que 60 000 Israéliens ont été déplacés. Benjamin Netanyahu a dit qu'ils pourraient rentrer dans leurs terres, ce qui laisse aussi penser que le cessez-le-feu est parti tout de même pour durer. Parce qu'on n'imagine pas Benjamin Netanyahu annoncer à ses concitoyens qu'ils peuvent rentrer chez eux si c'est demain pour miner ce cessez-le-feu qu'il a lui-même aujourd'hui approuvé. Et deuxièmement, qu'a-t-il à gagner, lui, peut-être politiquement, à l'annoncer aujourd'hui? Alors, politiquement, ce qui peut être important, c'est d'une part le mouvement qu'il y a eu vis-à-vis de cette intervention au Liban de la part de l'armée israélienne. C'était quelque chose qui n'était pas évident au début et qui ensuite, voyant la manière dont le Hezbollah répondait, et surtout l'Iran, qui sans dégâts mais a bombardé Israël, est devenu une évidence. Et aujourd'hui, pour Benjamin Netanyahou, il faut dire attention, nous sommes peut-être dans une autre configuration, mais je vous rassure, au moindre pépin, on réintervient. Donc c'est une sorte de pause pour lui aussi. Il y a autre chose qu'il a dit dans son intervention qui était important, c'est l'extrême fatigue, l'épuisement des soldats. Et vous savez qu'en Israël, les soldats, d'une certaine manière, alors on va voir, parce que ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 a quand même jeté les doutes sur leur capacité, mais les soldats, c'est une présence crédible, et c'est une instance qui donne du corps à certaines affirmations. Quand, par exemple, certains soldats disent « je ne vais pas servir à Gaza parce que c'est pas mon boulot », c'est-à-dire notamment c'est souvent des pilotes d'avion, c'est quelque chose qui a de l'impact. Et là, quand on dit l'armée est épuisée, et vous savez très bien qu'en Israël, tout le monde est dans l'armée, plus ou moins. Donc ça veut dire aussi votre voisin, votre cousin ou cousine, puisqu'il y a des femmes aussi réservistes, qui disent on n'en peut plus. Et là, il y a quelque chose qui sonne un peu... Ce sont les fondements de la société israélienne qui ressort ébranlés de cette année? Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire, mais parce que aussi Netanyahou s'y attaque d'une manière très claire. N'oublions pas que ce qui s'est passé avant cette affaire, c'était la remise en cause des prérogatives de la Cour suprême. Oui. Et c'était une phase vraiment politique. Une phase vraiment politique, mais d'une certaine manière pourrait être complétée. J'ajoute un point qui me paraît aussi capital, c'est que nos confrères d'Haaretz, qui est ce journal qui fait un travail formidable, aujourd'hui ont reçu un avis leur disant qu'ils risquaient fortement de ne plus bénéficier des subventions publiques pour accomplir leur travail. Voilà en quoi tout ça a une cohérence, c'est-à-dire à la fois regagner des publics qui peuvent être fragilisés et de l'autre côté avancer vers une forme de détricotage de la démocratie israélienne.
Oui, Patricia j'ajouterais Lemonnier. juste un point à ce que dit Gauthier. Il y a quelque chose qui est quand même essentiel, c'est qu'il y a une grogne dans l'armée. Il y a un mécontentement qui montait. Et donc là, c'est aussi dire, je vous écoute un peu. Je vous ai écouté, c'est pas tant que vous êtes fatigué, c'est que ils ont mal vécu, Yoav Gallant et tout ça, tout ce qui se passe. Le départ, oui, du ministre de la Défense. Ça va pas bien en ce moment. Ces relations avec l'armée sont pas bonnes. Donc, ma foi, je vous donne un petit truc. Je vous donne, je vous calme. Et puis, parallèlement, en faisant revenir les habitants, je gagne en popularité. Donc, son but, c'est toujours d'échapper. Il faut pas l'oublier aux poursuites judiciaires derrière. Tout en garantissant qui menacent. Oui, mais tout en donnant au moins le sentiment de garantir la sécurité d'Israël. Est-ce le cas avec l'annonce de ce cessez-le-feu? Pour l'instant, si les gens peuvent rentrer chez eux, et je pense qu'il veut donner ce cadeau à sa population, c'est aussi se garantir un peu plus de popularité parmi une partie de la population qui râlait très fortement jusqu'à présent. Gauthier? Juste un petit détail sur la question des affaires qui colle au basque de Benjamin Netanyahou. C'est vrai que dans son esprit, c'est quelque chose qui conduit son action. Mais je pense qu'aujourd'hui, sa responsabilité politique, notamment dans ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 et après, est tellement supérieure à ce qu'il pourrait redouter de ses affaires qu'il en est encore plus, j'allais dire, mari, dans la mesure où, alors on voit bien que la commission d'enquête... C'est une affaire comme une autre. Oui, c'est une affaire comme une autre, mais la commission d'enquête, si d'aventure et par bonheur, par chance, elle voit le jour et mène ses enquêtes comme elle sait le faire, et c'est le cas en Israël jusqu'à présent, à ce moment-là, la responsabilité de Netanyahou, qui sera en jeu, on verra si elle est directement mise en cause ou pas, mais est bien supérieur à ce qui lui colle au basque, encore une fois, comme affaire personnelle, entre guillemets. Autre affaire, les poursuites pour crimes contre l'humanité engagées par la Cour pénale internationale. Les ministres des Affaires étrangères du G7 réunis à Rome font savoir dans un communiqué qu'ils respecteront leurs obligations respectives vis-à-vis du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Cela place Benjamin Netanyahou en situation délicate, d'après vous, Patricia Lemonnier? Dans les ministres du G7, rassurez-moi, il y a les États-Unis. Oui, qui ne sont pas signataires, donc eux n'ont pas d'obligation. Voilà, c'est ça. Eux n'ont pas d'obligation vis-à-vis de la Cour. C'est pas tous les pays du G7 On peut effectivement comprendre qu'eux n'ont pas d'obligation. Ce n'est pas tous les pays du G7, c'est les pays signataires. D'où la formulation, leurs obligations respectives, qui ne sont donc pas les mêmes pour la même pour tous, c'est ce qu'on comprend. Tous ceux qui sont signataires, effectivement, dont la France. Donc ça signifie donc que la France respectera ses obligations vis-à-vis du droit international. Le droit international étant d'arrêter Benjamin Netanyahou s'il se présente dans un État signataire des 10 accords. Il serait donc placé en état d'arrestation en cas de visite en France. Il serait placé en état d'arrestation, mais ce n'est pas une condamnation, ne l'oublions pas. Mathieu Mabin, c'est ce qu'on comprend de ce communiqué du G7 que vous découvrez sans doute avec nous. Je vous le relis. Les pays du G7, je cite, respecteront leurs obligations respectives vis-à-vis du mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale. On peut légitimement comprendre que les États-Unis ne sont donc pas engagés par ce mandat d'arrêt. Absolument pas, effectivement, et c'est toute la subtilité de la formulation du communiqué que vous venez de lire. Les obligations respectives, les obligations des États-Unis, c'est rien du tout. La CPI n'existe pas pour la démocratie américaine, pas plus que la Convention d'Ottawa d'ailleurs, ce qui permet aux États-Unis, même si on sort un peu du sujet, d'envoyer des mines antipersonnelles en Ukraine en ce moment. Évidemment, la démocratie américaine surplombe tout cela. En tout cas, c'est l'effet qu'elle veut donner et il est strictement hors de question. D'ailleurs, Joe Biden a eu des mots extrêmement durs à l'égard de cette décision de la CPI et de ce mandat d'arrêt. Joe Biden n'a pas commenté la décision des États et il s'en gardera bien, pas plus qu'Anthony Blinken ou le département d'État. Effectivement, chaque État est responsable devant ses propres engagements et notamment ceux qui ont été pris avec la Cour pénale internationale. Mais il est évidemment inimaginable que rien de tout cela ne soit modifié ni dans les prochaines semaines, ni dans les prochains mois, et encore moins sous Donald Trump qui regarde la CPI avec une condescendance encore plus importante que celle de Joe Biden. Merci Mathieu Mabin en direct de Washington pour France 24. Un dernier mot peut-être donc sur l'annonce de ce cessez-le-feu dont on ne sait toujours pas à quelle heure ou quel jour même il entrera en vigueur. On attend quoi concrètement maintenant, Patricia Lemonnier? Je crois qu'on va dire que les Libanais attendent
de pouvoir un peu aller voir ce qui s'est passé chez eux et de pouvoir retourner à l'école et que les enfants puissent bouger, etc. Et puis, au nord d'Israël, eh bien, les 80 000 Israéliens attendent de pouvoir aussi rentrer chez eux. Et de pouvoir rentrer chez eux. Gauthier C'est un peu Rybinski. toute la question dans les guerres du peuple, de la population, qui est chaque fois laissée pour compte. Oui, et de l'après aussi, Gauthier, parce que il l'a dit, Benjamin Netanyahou, la trêve au Liban permettra à Israël d'intensifier ses attaques contre le Hamas, de mettre en garde, comme il l'a fait Bachar al-Assad, et de se concentrer sur la menace iranienne. Ça veut dire quoi, se concentrer sur la menace iranienne? Alors, disons Parce que qu'Israël n'était pas déconcentré vis-à-vis de la menace iranienne. Non, mais c'est vrai que, alors c'est ce que reconnaît implicitement Netanyahou, il dit, je crois qu'il y a 7 fronts, hein, il les détaille, 7 fronts, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, et de ce fait-là... Surtout pour une armée dont on dit qu'elle commence à fatiguer. Et ben voilà. Et donc, du coup, bien sûr qu'on attend l'entrée en fonction de Donald Trump, puisque pour le combattre l'Iran, il n'y a pas mieux, hein, vis-à-vis d'Israël. Mais la question qui est finalement centrale, c'est de se dire, est-ce qu'on s'en prend à ceux qui sont les proxys, comme on dit, de Téhéran, ou bien est-ce qu'on s'en prend à Téhéran directement? Et là, la question, c'est évidemment de jouer, non pas, je pense pas qu'il s'agisse d'une agression directe sur Téhéran, mais de montrer comment il est possible d'étouffer Téhéran, non seulement avec l'aide de Trump, mais aussi avec l'aide de ceux dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les États arabes qui sont foncièrement anti-Téhéran. Oui, enfin, l'Arabie Saoudite, c'est un peu... Non, enfin, elle est un peu plus, c'est vrai, un peu plus ambiguë. Ils sont rapprochés en ce moment. Un peu plus ambigu, c'est vrai. Mais certains qui, encore une fois, se diront, si nous ne sommes pas obligés d'aller au charbon, Israël le fera. Et donc, ça peut servir de ce fait-là à une caution indirecte, même tacite, vis-à-vis de l'action d'Israël. Et ça serait, pour Netanyahou, allez, pas du pain béni, mais enfin quelque chose d'un peu moins sec que ces derniers temps. Et de ce point de vue, le retour de Donald Trump permet de brandir opportunément à nouveau la menace iranienne, qui a toujours été... Puisque c'est les États-Unis qui ont les bombes qui permettent, en tout cas, de détruire les sites nucléaires de Fordo en particulier, et peut-être même de Nassans, qui sont très profondément enfouis, en tout cas pour Fordo. Merci infiniment. Donc, juste une petite chose, c'est que Menahem Begin avait détruit le réacteur aux Irak en Irak. Oui, il était moins enfoui, mais enfin c'était symboliquement posé sur très la fort. terre. Oui, et d'ailleurs il n'a pas repoussé. Non, il n'a pas repoussé. Merci beaucoup Patricia Lémonière, Gauthier Rybinski. On se retrouve dans 3 minutes dans les